Bonjour à tous. Avant de commencer mon allocution, je voudrais vous demander à tous, si vous êtes d'accord, de me rejoindre dans une minute de silence en hommage aux victimes d'Ukraine aujourd'hui et depuis plus de 20 jours qui subissent les bombardements. Merci de vous lever. Merci. Monsieur le Président de la République, Madame, Votre Excellence, Monsieur le Président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, Madame, merci. Monsieur le Président du Sénat, Gérard Larcher, merci de votre présence. Saluez également Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ainsi que Messieurs les Présidents de la République, Nicolas Sarkozy, une longue histoire sur ce douloureux événement, et Monsieur François Hollande. Merci pour votre présence. Merci à vous toutes et vous tous en vos grades et qualités. Je ne peux citer tout le monde, même si je remercie les représentants des 3 collectivités locales qui sont à nos côtés depuis déjà si longtemps. Je veux vous parler de ma ville pour commencer. Toulouse a révélé d'illustres représentants entrés dans la grande histoire de notre pays. Je pense à Jacques Cujas, Pierre de Fermat, Paul Sabatier, Jean Jaurès, Germaine Chaumel ou encore Claude Nougaro. Ces femmes, ces hommes de lettres, de sciences, résistants, humanistes, artistes et héros locaux sont le visage de notre ville, ce qui d'une certaine façon nous oblige. Mais Toulouse a vu également s'épanouir de jeunes espoirs que sont Imad, Abel, Mohamed, Gabriel, Arié, Jonathan et Myriam. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes en mars 2022. Cette année, Gabriel Sandler a 13 ans. Il fête sa bar mitzvah. Il s'y est préparé depuis tout petit et son père Jonathan a tenu à lui enseigner lui-même le fameux passage de la Torah qu'il devra lire dans quelques jours à la synagogue. C'est un moment important pour lui car il atteint sa majorité religieuse et va enfin pouvoir participer pleinement aux offices en tant qu'adulte. Arié, son grand frère, a 16 ans. Il est entré dans notre lycée cette année et réfléchit à ce qu'il fera après le bac. Mais pour l'instant, il profite de son insouciance, de son adolescence, entre sa famille, ses activités et ses amis. Jonathan, le papa de Gabriel, a 40 ans. Il était un ancien élève d'Otsara Torah. Il a brillamment réussi son séminaire d'études juives et il peut enseigner désormais à son tour et transmettre le savoir des textes bibliques à ses élèves avec patience et bienveillance. Le rabbin Monsonego est fier de ce que Jonathan est devenu. C'est un beau symbole de transmission. Quant à Myriam, elle a 18 ans désormais. Elle est fière de pouvoir voter à une élection présidentielle dans quelques semaines. C'est la première fois et elle prend ce rôle très au sérieux. Et elle est parfaitement consciente des enjeux et de la responsabilité qui lui incombe. Comme le temps a passé. Je la revois enfant, ce petit ange blond que vous rappeliez tout à l'heure, de superbes yeux bleus, la grâce et la profondeur de sa maman Yafa, et l'intelligence et l'élégance de son papa, le rabbin Monsonego. Alors la voici citoyenne, pleinement épanouie, et avec le caractère qu'on lui connaît, elle ne tardera pas à s'engager et à nous le faire savoir. Si seulement, mes amis.
Mais nous en sommes réduits à ne pouvoir qu'imaginer ce présent, car il n'existe plus que dans notre imagination et n'existera jamais. Et si au fronton de toutes les écoles de notre pays, on trouve ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, le 19 mars 2012 les a déchirés, balayés. Et en ce jour maudit, l'avertissement de Dante prit place sur le portail de l'école meurtrie. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Jamais, jamais nous n'oublierons l'horreur de ces 7 minutes, la détermination de l'assassin. Jamais, jamais nous n'oublierons ces chaussons de danse abandonnés dans le sang de l'innocence. Mais dans cet enfer, le loup n'était pas solitaire. Il a été entraîné, embrigadé par une horde d'idéologues, de djihadistes et de leurs acolytes en France, comme à l'étranger. L'international terroriste n'a pas de frontières et fait fi des religions. Ce qu'il rejette, c'est notre mode de vie. Et ce qu'il condamne, c'est notre démocratie. De Jérusalem à Madrid, en passant par Saint-Étienne-du-Rouvray ou Paris, la même justification de la haine. Aucune démocratie n'a été épargnée. L'invitation par le président Macron, du président Isaac Herzog, est à ce titre la preuve que face à ce continuum de la haine et de la menace contre nos États de droit, nous ne pouvons y répondre qu'ensemble. Merci. Rappelons-nous que la justification du pire était, parmi d'autres, la défense des enfants de Gaza, mais aussi que des Français ont été attaqués partout dans le monde en raison de la laïcité que nous chérissons. La haine djihadiste se nourrit d'elle-même. Son expansionnisme est dirigé contre notre existence et non contre notre système politique. Mais heureusement, dans ces jours sombres, au crépuscule de l'espoir, nous avons pu compter sur nos amis. Je tiens en cela à remercier tous les services de l'État, le rectorat bien sûr, et les collectivités territoriales qui se sont inlassablement mobilisées. Vous pouvez applaudir le rectorat, parce que c'est grâce au rectorat que cette école existe encore aujourd'hui. Et alors que nous nous sentions esselés, nous avons senti autour de nous la présence salutaire des ailes de la République. Elles nous ont enveloppés alors que nous doutions sous le poids de la peine. Aujourd'hui, notre République est morcelée. Le vivre ensemble est une expression vidée de sa substance. Elle n'est même plus un slogan et elle laissera sa place, si nous ne faisons rien, à un vivre à côté, pour finir par un face-à-face. Notre champ politique est soumis à une extrême tension. Entre ceux qui profitent d'un constat pour tenir des raisonnements viciés et ceux dont le constat est vicié par refus de raisonnement. Il existe aujourd'hui en France un problème avec l'islam radical. Le dire, le dénoncer, ce n'est pas faire le jeu de l'extrême droite, bien au contraire, c'est sauver des vies. Par crainte de choquer ou par perspective électoraliste, nous ne pouvons souffrir de voir l'état de notre pays travesti par des gueux pour exciter des sots. Car la dénonciation de l'antisémitisme n'est pas un rayon laser pour empêcher de penser, comme l'a dit un certain candidat, mais c'est un fléau qui tue des enfants. La lâcheté à dénoncer a rendu vicieusement subtils les partisans de l'indignation. Ce refus du réel devient pour l'extrême gauche donc un leitmotiv puissant pour essayer d'arriver aux responsabilités. L'excès de contextualisation pour éviter de condamner la délinquance ordinaire conduit à nier son basculement dans le terrorisme islamiste. Pour rendre la haine fréquentable, ils utilisent une nouvelle langue afin de cacher leur réécriture du réel. Mais la vérité, mesdames et messieurs, est inflexible. Cherchez l'antisionisme, vous trouverez l'antisémite. Et son Excellence, le président d'Israël, le sait, hélas, que trop bien. Malheureusement, cette lâcheté irrigue parfois d'autres strates de notre société. Dans notre ville, il est toujours possible d'appeler au meurtre rituel des Juifs sans qu'un juge ne s'en émeuve. Et je remercie la justice de notre pays, et notamment de notre territoire, d'avoir fait appel de ce jugement. De l'autre côté du spectre politique, les vieilles thèses de l'extrême droite ressurgissent. Celle du XIXe siècle, sur l'innocence d'un capitaine dont on nous dit qu'on ne saura jamais vraiment la vérité.
celle de la première moitié du XXe siècle, qui considère un traître comme un bouclier. Aujourd'hui, dans l'abjection, l'extrême droite va plus loin, puisqu'elle fait sienne au XXIe siècle l'idée que la victime aurait les mêmes motivations que le tueur, et qu'elle se trouve donc au même niveau que son bourreau. Pourtant, il n'existe aucune équivalence, même symbolique, entre le tueur et ses victimes. Il est donc abject pour élargir une base électorale, de les renvoyer dos à dos. L'extrême droite veut profiter de ce constat pour proposer un gouvernement de fracture, d'opposition, de morcellement de notre société, rejoignant en cela le rêve du grand soir des communautaristes. Nous connaissons la vérité sur ces prises de position, et cette vérité ne nous a pas affranchis, elle nous a obligés. Car la passion de la République ne se décrète pas, mais elle s'expose à l'épreuve. Bien qu'il y ait eu des Juifs à Toulouse avant la naissance de Jésus, l'existence d'une communauté juive en France est uniquement la conséquence de l'égalité des droits. Nous sommes fiers de ce que la promesse républicaine nous a permis de réaliser. Nombreux ont été ceux qui ont cru pouvoir nous anéantir à travers l'histoire de notre ville et de notre pays. Et pourtant, nous sommes et nous serons toujours là. Aujourd'hui, alors que je regarde cette salle et que je vous vois, je sais que nous ne sommes plus seuls et que nous ne le serons plus jamais. Nos ennemis sont plus violents, mais ils ne seront jamais aussi nombreux que nous. Depuis mars 2012, nous avons avancé collectivement. Nous avons vieilli et l'immuable passage du temps rend progressivement nos souvenirs imprécis. Mais nous nous souvenons tous où nous étions le 19 mars. Nous nous rappelons qu'avant de s'en prendre à une école juive, le tueur s'en est pris à un autre symbole de l'intégration républicaine, à l'armée, madame. En assassinant Mohamed Le Gouad, Abel Chenouf et Imad Ibn Benzaten, le tireur visait ceux qui étaient aussi le visage de la France. Je ne peux que saluer le courage de Loïc Libert, que nous avons eu au téléphone il y a encore quelques jours, qui, lourdement blessé, tétraplégique, se bat tous les jours contre les terribles conséquences de cet attentat. Et nous nous rappelons toute la force d'Imad, qui a refusé de s'agenouiller devant son assassin, honneur d'un militaire qu'aucune menace n'a pu fendre. Jamais, jamais baroud d'honneur n'a aussi bien porté son nom, car il nous inspire. Nous ne céderons plus et nous ne nous courberons plus. Nous n'écouterons plus ceux qui cherchent les accommodements raisonnables, comme ça se fait outre-Atlantique, ou les tenants de l'apaisement, car nous savons que pour nous, il n'y a pas d'échappatoire, pas de seconde chance. Nous savons que si nous perdons, il n'y aura que les ténèbres. Alors, Monsieur le Président de la République, c'est aussi votre devoir d'engager ce combat, avec clarté, fermeté et lucidité. Quant à moi, mesdames et messieurs, chers amis, j'ai été avec beaucoup d'entre vous le spectateur impuissant de ce carnage et des innombrables traumatismes de ce drame. Alors vous comprendrez aisément mon émotion, palpable, que je ne peux ni ne veux dissimuler. Vous comprendrez aussi pourquoi il m'est insupportable de me contenter d'un constat d'échec et de passer à côté de ce qui nous incombe. Car comme nous le rappelait dernièrement le grand rabbin de France, Chaim Corsia, en citant Charles Péguy, il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme perverse, c'est d'avoir une âme habituée. Nous ne nous habituerons pas. Comme il est dit dans la parole, Dieu renouvelle le monde à chaque seconde. Et en cela, il renouvelle notre engagement républicain chaque seconde. Depuis 2012, l'islamisme a prospéré, s'en prenant à des journalistes, des policiers, égorgeant des prêtres, défenestrant des retraités, massacrant des jeunes sur des terrasses ou à un concert. Notre pays, dans toute sa diversité, s'est trouvé sous le tir des islamistes. Nous ne pouvons nous y habituer et nous ne pouvons nous y résoudre. Des militaires devant des écoles, des gendarmes devant des théâtres ou des policiers devant des églises, est-ce l'héritage que l'on veut pour nos générations futures? Alors, en ce pâle matin de printemps, l'enfer était vide, car les démons étaient ici, dans l'école. Les destins d'Arié, Gabriel, Jonathan, Myriam ont été fauchés par une volonté haineuse et sauvage.
10 ans après, au-delà de tous les discours, nos réflexions, nos dénonciations, nos bilans, la réalité, la terrible réalité s'impose froidement. Arié n'a jamais fêté sa bar mitzvah. Il a lâchement été assassiné le 19 mars 2012 parce qu'il était juif et il avait 3 ans. Gabriel n'est jamais entré au lycée, il a lâchement été assassiné le 19 mars 2012 parce qu'il était juif et il avait 6 ans. Jonathan a vu ses enfants mourir devant lui et ne verra jamais Liora grandir. Il a lâchement été assassiné le 19 mars 2012, il avait 30 ans. Et Myriam ne votera pas à cette élection présidentielle ni à aucune autre. Elle ne sera jamais maman. Elle avait 8 ans.